tout le monde. Coucou. On se retrouve pour la dernière vidéo FaceTime qui parle du voyage parce que j'avais envie de vous parler un petit peu, de vous faire un compte rendu de ce que j'ai fait, de ce que j'ai vu, qu'est-ce que je vous conseille, des questions que moi je me posais, à laquelle j'ai eu des réponses, et je pense que ça peut être intéressant de partager un petit peu le savoir. Donc enfin cette vidéo, j'avais hâte de la tourner. Je me suis inspirée du make-up de la make-up artiste Sophia Sinotte, je ne sais pas comment on se dit, avec Zara Larsson. Et j'aime bien le résultat. J'aime pas les strass parce que c'est pas la même taille de strass, mais fun makeup is back and I love it. Donc c'est pour ça que je suis full face. Le make-up m'avait manqué et c'est quelque chose justement qui m'avait manqué de faire, donc c'est pour ça que je suis comme contente aussi de rentrer à la maison parce que j'avais envie. Quand je voyais tout le monde faire ces trends là et moi j'étais juste genre, j'avais un anti-cerne et un rouge à lèvres et un rêve. Et donc là, je suis contente de retrouver un petit peu un côté funky. Et ça, c'est un haut vintage que j'avais acheté en friperie en France, style un peu Hawaï. Donc, je trouve que ça allait très bien dans le décor. Bref, c'est pas une vidéo sur ça. Bienvenue dans un épisode de FaceTime. Je crois que c'est, je sais plus combien c'est, tiens. Série de vidéos où je parle d'un sujet de mon choix, sans montage et aucune retouche. D'ailleurs, je conseille toujours, je dis là, mais je crois que c'est là, de mettre en 1.5, un peu comme si c'était un podcast. Alors, j'ai fait quelques recherches de questions que les gens pourraient demander suite à un premier voyage, et donc je sais pas exactement si c'est des questions qui sont intéressantes. Je vais y répondre et ensuite je vais vraiment donner mon avis. Ça va être une vidéo très longue, je pense, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et donc c'est parti, allons-y. Je vais mettre mon téléphone en vibreur, comme ça vous entendez pas sonner. Et donc, alors, dans les questions que j'ai trouvées qui peuvent être beaucoup posées, alors, logique et préparation, qu'est-ce que tu mettrais absolument dans ton sac si tu devais tout recommencer? Et je pense que la question, ce sont des packing cubes. Les trucs qui vous permettent de compresser, c'est le truc où dont je me suis le plus servi. Ils m'ont aidé de A à Z et vraiment, c'était merveilleux comme conseil. Une batterie externe, j'en suis servi tous les jours pendant 4 mois et demi, tous les jours. Euh, Celle que j'avais chargeait très lentement, mais moi je trouve que ça valait la peine parce que je l'avais tout le temps sur moi, prenait du temps à charger aussi, mais j'aimais beaucoup cette batterie externe et je vais encore m'en servir à l'heure actuelle et je vais la laisser dans mon sac maintenant parce que c'est sa place en fait, elle vit là-dedans. Donc batterie externe, packing cubes, un Pareo vraiment, je m'en suis servi absolument tout le temps. Dès qu'il faisait un peu chaud, je me cachais la tête avec ça. Je suis sortie plusieurs fois avec mon Pareo en tant que top. Je l'ai porté en tant que jupe, en tant que robe, en tant que haut, à la plage, juste parce que pour me couvrir, en tant que serviette. Je m'en suis servie dans tous les sens. Aussi, ce que je dirais, une paire de Crocs. Alors vraiment, je suis partie avec ma paire de Crocs et ma paire de New Balance, me disant que j'ai porté que ma paire de New Balance, et pendant 4 mois, j'ai porté que mes Crocs, à tel point que je les ai percés. Donc vraiment une paire de chaussures ouvertes, que vous êtes confortable. Si c'est des birks, bah tant mieux. Si c'est des crocs, bah voilà. Juste une paire de chaussures ouvertes que vous allez pouvoir saigner. C'est un truc que j'ai beaucoup utilisé. Et ensuite, si je veux vraiment conseiller autre chose, évidemment, ça va de soi, mais les adaptateurs universels, vous en avez pour partout et c'est vraiment pratique. Sinon, ça, je pense que c'est vraiment mes must-have de ce qu'il fallait aussi beaucoup amener. Donc voilà. Mon sac à dos, en passant, c'était le Osprey Kite 46 litres. Alors, je trouve qu'il était absolument parfait. J'ai adoré la taille. Moi, c'est un peu un plus vieux modèle, donc il y a des poches sur l'extérieur, etc. Moi, j'ai vu que dans les nouveaux modèles, tout était rentré. Moi, en tout cas, le mien ne m'a jamais posé aucun problème. Pendant plus de 3 mois et demi, j'ai pu prendre mon sac en cabine. Je n'ai jamais eu besoin de payer pour un excédent. Mon sac faisait 12 kilos au moins, qui était excédent dans les valises. Normalement, tu es censé être à 7 ou 8 et il faisait 12. Le seul endroit où vraiment on m'a contrôlé, c'était au Laos. Et ensuite, bah, quand j'étais donc au Laos pour aller à Taïwan, et là de Taïwan au Japon, bah, j'avais pris une valise. Donc
ils m'ont pas contrôlé. Mais ouais, sinon, après, la technique que j'avais un peu pour les valises cabine, c'est que ce que je faisais, c'est que je faisais toujours l'enregistrement en ligne et du coup, ils me posaient pas de questions. Et quand bah, t'arrives directement à la part d'embarquement, la majorité du temps, ils vérifient pas. Il y a beaucoup de gens que j'ai vu rentrer avec des gros sacs à dos, ils ont jamais vérifié. Après, c'est une question de chance. Est-ce que vous voulez tenter de prendre le risque qu'ils vous demandent? Ça, c'est vraiment chacun son truc. Moi, je donne pas de conseils pour ça. J'ai eu de la chance d'avoir été peu contrôlée, d'avoir pu énormément économiser parce que je pense que si j'aurais dû payer un bagage cabine à chaque fois, ça m'aurait coûté bonbon. Mais voilà, en tout cas, je trouve pas plus de 50 litres. Vraiment, ça ne sert à rien de prendre plus de 50 litres, ça va juste vous charger et ça va juste être très lourd. Deuxième question, est-ce que c'est utile d'amener une serviette de rechange ou est-ce qu'on en trouve partout? Je me suis jamais servi de ma serviette de rechange que j'ai amenée. J'ai amené une petite serviette que j'avais achetée sur Amazon. Je pense que ça peut être utile si vous êtes dédaigneux, vous n'aimez pas les serviettes publiques. Moi, c'est quelque chose que je m'en fous complètement. Donc, je m'en suis jamais servi. Ça m'est arrivé assez peu des moments où j'avais pas de serviette. Généralement, dans la majorité des endroits que j'ai fait, il y avait des serviettes. Et ça m'est arrivé 2 ou 3 fois de payer pour des serviettes, mais tu payes genre 1 dollar quoi. Donc, enfin, tu t'en fous un peu. Pour 1 dollar, t'as une serviette. Tu te fais pas chier avec une micro serviette à essayer de t'essuyer. Donc voilà. Ensuite, troisième question, quel volume de sac à dos recommandes-tu pour un voyage de plusieurs mois? Je vous l'ai déjà dit, mais vraiment moins de 50 litres. Au-delà, ça vous casse la tête. Vous pouvez... En fait, en dessous de 50 litres, c'est sûr que il y a des chances de pouvoir passer en cabine. Au-delà de 50 litres, c'est mort. C'est mort, ils vont vous contrôler. Dans tous les cas, c'est trop gros. Les sacs de 70 litres, c'est une maison, ça sert à rien. Au-delà de 70 litres, c'est ridicule. Mais franchement, moi je dis ça, genre 35, c'est vraiment si vous n'avez pas beaucoup d'affaires et vous n'avez pas besoin de beaucoup de trucs. Mais moi je trouve que 45, 46, c'est parfait, il n'y a pas besoin de plus. Ensuite, question numéro 4, comment tu as choisi l'itinéraire? Est-ce que tu l'as suivi ou improvisé? Mon itinéraire, en fait, je l'ai établi selon les pays qu'il y avait en Asie du Sud-Est, Asie en général, parce que j'ai un peu dévié du Sud-Est. J'étais censée faire éventuellement les Philippines et l'Inde, ça s'est pas fait parce que Philippines, il y avait un typhon. Oh, excusez-moi, j'ai une crampe. Philippines, il y avait un typhon et Inde, bah alors je manquais un peu d'argent pour être honnête et c'était pas le bon moment pour moi dans ma vie. Finalement, ça a fait que je l'ai pas fait, mais sinon, j'aurais été dans ces pays-là aussi. L'itinéraire, en fait, je pense que c'est assez simple dans le sens où généralement, quand tu rencontres des backpackers, tu te rends compte que c'est pas mal la même itinéraire pour tout le monde. C'est ça, c'est beaucoup. Bah, tu sais, le Cambodge est à côté de la Thaïlande est à côté du Vietnam, les Philippines sont pas si loin de ça non plus. C'est vraiment, en fait, tout le monde a à peu près les mêmes spots. Tu vas à Bali, bah, c'est à peu près les mêmes endroits. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'un exemple, tu vas au Vietnam, puis bah, c'est beaucoup de Hanoï à Saigon ou de Saigon à Hanoï. T'arrives au Cambodge, bah, c'est vraiment les 3 villes. C'est Phnom Penh, Korong Samloem ou Korong Normal. Et ensuite, c'est Siem Reap. T'arrives à Bali, bah, souvent la majorité des gens arrivent à Ubud ou finissent par Ubud. En fait, c'est les mêmes circuits partout. T'arrives, un exemple en Thaïlande, ça va être Chiang Mai, Chiang Rai, Bangkok, Krabi, Koh Phi Phi, Koh Lanta, Phuket. C'est ça, c'est tout le monde en fait a un peu les mêmes destinations. C'est pas, tu vas jamais arriver et dire oh mon dieu j'ai vu quelqu'un qui a fait aucune fois le même itinéraire que moi. Genre c'est tout le temps le même itinéraire. Quand t'arrives au Laos, bah tu commences souvent tu fais Luang Prabang, Vang Vieng, Vientiane, ou tu fais l'inverse. Ça c'est dans le nord et ensuite il y en a qui partent dans le sud à Paxé, Takek, etc. C'est les mêmes itinéraires chez tout le monde et c'est normal, c'est vraiment normal. C'est vraiment genre, tu commences du nord au sud ou du sud au nord et moi je me suis laissée porter. J'avais une idée, en fait je voulais absolument, en fait je suis partie en septembre et pour moi c'était sûr et certain que novembre c'était la Thaïlande et octobre c'était Bali. Et je me suis arrangée selon ça pour mode de base. Janvier c'était l'Inde, et finalement ça s'est pas fait. Mais je me suis vraiment arrangée avec ces 2 mois-là et j'ai build autour de ces 2 mois-là parce que moi j'ai une amie qui est balinaise qui m'a toujours dit tu verras, va à Bali en octobre et moi j'ai toujours entendu va en Thaïlande au mois de novembre. Bon, est-ce que je recommande le mois de novembre? Pas tant finalement parce qu'il y a eu énormément de pluie. Mais je l'ai vraiment fly au fur et à mesure que j'avançais. Genre, mais j'avais quand même une idée assez... Pour la majorité des pays, j'avais l'idée de ce que je voulais faire. Ça s'est changé au fur et à mesure, mais j'avais quand même une idée généraliste de ce que je voulais faire.
Question 5. Comment gérer les cartes SIM, eSIM et Internet en voyage? J'ai toujours utilisé des cartes eSIM. J'ai l'iPhone 16. L'iPhone 16 ne peut plus avoir de carte SD physique, de carte SIM pardon, physique. Donc j'étais toujours en eSIM. J'ai utilisé pas mal d'applications différentes. J'ai utilisé Mobimatter qui était vraiment pas cher. Mais par contre, j'avais des problèmes. Je ne pouvais pas utiliser TikTok et ChatGPT quand j'étais en voyage. Genre c'était uniquement sur la Wi-Fi. Donc juste pour ça, après j'ai arrêté de le prendre parce qu'en vrai, bah, même TikTok, genre souvent je sais pas quoi faire, je cherche un café, tu sais, genre coffee shop Chiang Mai, en 5 secondes tu trouves. Et là ça marchait jamais. Donc j'ai arrêté avec Mobimatter, même si les prix étaient vraiment bien. J'ai utilisé l'application Nomad que j'ai beaucoup aimé. Et il y en a une autre aussi que j'ai aimé. Est-ce que je l'ai encore? Parce que j'en ai supprimé beaucoup du coup. YeSIM, donc Y-E SIM, voilà. C'est pas mal les applications que j'ai utilisées le plus, je vous dirais, à travers mon voyage. Et franchement, elles ont toujours bien fonctionné. En général, je prenais pour le mois 20 à 25 gigas. Je me suis dit, tu sais, je préfère prendre plus que pas assez. Et souvent, je les finissais pas. Souvent, il me restait comme 4-5 gigas de spare. Mais sinon, voilà. Question 6. Est-ce que tu avais une assurance voyage? Pourquoi ou pourquoi pas? Oui, j'avais une assurance voyage et prenez une assurance voyage puisque vous savez jamais ce qui peut se passer. Moi, j'étais assurée pendant 6 mois. J'avais pris une assurance de 6 mois avec... Non, 5 mois. Le premier mois, j'étais assurée par ma carte Revolut. Et ensuite, les 5 derniers mois, j'étais assurée... Enfin, les 4 derniers mois, pardon, j'étais assurée par IMG Global. Je crois que j'ai payé à peu près 250 euros, mais je sais qu'il y a plein de sites d'assurance en France qui sont genre Chapka, etc. Je les connais pas parce que je vis au Canada présentement. Mais il y a beaucoup de sites et vraiment pourquoi est-ce que je vous conseille vraiment d'avoir une assurance et que vous savez jamais ce qui peut se passer. Moi j'ai eu énormément de chance, je ne suis pas tombée malade une seule fois lors de mon voyage, je n'ai pas eu d'intoxication alimentaire, je n'ai pas eu de maladie, j'ai juste eu 2 petits rhumes et une toute petite chiasse pour être très sincère avec vous, mais sinon vraiment j'ai pas du tout été malade et alors une merveille, j'ai eu énormément de chance, je me suis pas particulièrement privée, j'ai un peu mangé tout ce que je voulais manger, mais je faisais quand même attention à l'endroit. Et j'ai pas eu de Bali, enfin voilà, j'ai rien eu. Mais je me dis, moi, si j'aurais eu un problème, j'aurais tout de suite appelé mon assurance. Je me serais fait, tu sais, les IV drip où t'as les. Donc, c'est comment? C'est les perfusions de vitamines à Bali, etc. C'est quelque chose que j'aurais fait. Mais je suis très contente d'avoir pris cette assurance. Après, voilà, je m'en suis pas servie. Donc, je peux pas vous donner de retour dessus. Je l'avais en format papier et en format numérique. Voilà, moi je vous conseille de partir avec parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Il y a une fille que je suivais sur les réseaux sociaux, elle a eu la dengue hémorragique à Bali, elle a fait éclampser. Donc non, clairement, moi je partirai pas sans assurance, c'est sûr à 100%. Je suis pas du tout le genre de personne à partir avec des assurances pour un voyage d'une semaine, mais quand tu pars pendant plus de 3, 4, 5, 6 mois et plus, évidemment qu'il faut être assuré. Question numéro 7, est-ce que tu avais prévu du cash au cas où et comment tu le gérais? Alors oui, mais je suis pas partie avec beaucoup de cash, d'ailleurs je me demande si on m'a pas volé un peu d'argent parce qu'il me semble que j'en avais plus que ça en partant. Mais bon, c'est pas grave, c'était genre moins de 50 euros, donc c'est ok. Je crois que j'étais partie, c'est ça, avec quelques, genre peut-être une centaine d'euros et peut-être une centaine, même pas genre 50 dollars canadiens en cash, très peu de cash sur moi. Je suis pas une fan de cash en général. Donc, je pense que je vous dirais quand même d'en avoir un peu sur vous, une petite réserve. Par contre, c'est ça, j'avais des dollars américains, je me suis servi des dollars américains quand j'étais au Cambodge, parce que c'est des dollars américains là-bas. Et ça m'a vraiment beaucoup servi. En vrai, malheureusement, moi j'ai eu un problème avec l'argent, mais parce qu'en fait j'ai eu des problèmes avec mes cartes bancaires. Revolut a été clonée à Bali, donc en fait j'ai dû annuler ma carte. Bref, toute une complication, j'ai dû annuler ma carte, finalement j'avais plus de carte pour faire des retraits, ça a été compliqué, je devais retirer sur une autre carte, donc ça me faisait encore plus de frais alors que j'avais pris Revolut Premium justement uniquement pour pas avoir de frais. Donc plein de petits détails comme ça qui étaient fortement désagréables. Mais je dirais toujours avoir une petite réserve de spare de cash. Dans tous les cas, dans chaque pays, c'est de la nouvelle monnaie. Et j'ai envie de te dire que la majorité des pays, le cash est roi. Le Vietnam, en tout cas Vietnam, tu peux payer par carte quand même aussi, mais il y avait beaucoup de cash. Cambodge, c'était cash quasiment uniquement partout. Bali, beaucoup par carte. J'ai pas tant payé par cash, un petit peu, mais beaucoup par carte. La Thaïlande. Attendez, je vais voir parce que j'entends du bruit. Ok, tout va bien. J'ai vraiment pas envie de me faire interrompre. Regardez mon pantalon. Bali,
Bali, j'ai payé, ouais non c'est ça, ah non c'est ça, j'étais en Thaïlande. Thaïlande c'est des bahts et au 7-Eleven bah, où j'allais tout le temps forcément s'il fallait dépenser 200 bahts à chaque fois, ce qui faisait 10 $ pour moi, donc à peu près 5-6 euros. Donc bah, j'avais tout le temps du cash parce que j'achetais rarement pour 200 bahts. Puis ensuite quoi d'autre? Après la Thaïlande, le Laos, alors le Laos, mais laissez tomber. J'ai pas pu payer en carte une seule fois. Ma carte elle passait dans aucun terminal, ça marchait pas. J'étais tout le temps en train de retirer, c'était chiant. J'ai retiré genre 4 ou 5 millions. Et 1 million c'est genre 80 $. Donc 1 million c'est 50 euros, tu vois. Donc vraiment la monnaie là-bas, c'est un truc de ouf. C'est très étrange parce que quand tu voyages, des fois t'as des liasses de millions. Genre t'es littéralement millionnaire et finalement ça vaut que de chi la banane. Genre c'est vraiment pas des monnaies qui valent grand chose. Taïwan, j'ai payé tout en carte, vraiment, et le Japon c'est beaucoup en carte, sauf dans certains endroits où il faut avoir quelques, je vais dire quelques yens, oui c'est des yens, avoir quelques yens sur soi, mais sinon vraiment la majorité c'est en carte. Donc les pays plus technologiques, voilà, Taïwan, le Japon, carte, Bali, carte quand même, et après le reste, le cash, tout le temps. Question 8, santé, sécurité et bien-être. Comment tu gérais la pharmacie, médecins, médicaments, santé, etc. Alors, j'avais une trousse remplie de médocs. Vraiment remplie de médocs et je me suis pas servi de très grand chose. Je me suis quasiment servi de rien. Mais au moins je les avais. J'avais un thermomètre, etc. En fait, j'ai juste acheté. J'ai acheté plusieurs médicaments quand j'étais au Vietnam parce que c'est ça, à un moment donné, j'ai eu une grosse allergie et j'avais du mal en fait. Non, c'était au Cambodge, mais j'avais du mal donc j'ai acheté des produits pour le nez pour essayer de me débloquer le nez, etc. J'ai acheté des médicaments contre tout ce qui était nausée quand j'étais au Vietnam. J'en ai acheté beaucoup parce que mon anxiété me crée de la nausée, donc par moment, juste en fait, je prends un médicament anti-nausée et ça va mieux. Mais donc j'achetais dans le pays si vraiment c'est pas un médicament que j'avais sur moi, mais tout ce qui était Doliprane j'en avais, j'avais un thermomètre, j'avais de l'Imodium, j'avais du Smecta, enfin j'avais vraiment beaucoup de médocs. Donc j'avais une trousse, voilà, une trousse remplie de médicaments. Par la suite quand j'étais au Thaïlande j'ai acheté un baume parce que j'ai eu un accident en moto, donc j'avais un gros bleu, donc un baume pour le bleu. Et sinon, après, bah, j'achetais si vraiment j'avais pas. Et après, moi, je dis, bah, prenez vraiment, on va dire, les plus classiques, hein, un anti-vomitif, un antidiarrhéique, Doliprane pour le mal, donc 500 000. Moi, un thermomètre, je trouve ça pratique parce qu'on sait jamais quand on a de la fièvre. J'ai fait de la fièvre vraiment le temps d'une nuit au Cambodge, mais c'était même pas, c'est un fébricule, quoi. C'est très léger. Mais j'avais mon thermomètre et j'étais contente de l'avoir. Donc, ouais, moi, je gérais comme ça. J'achetais si vraiment j'avais pas le médicament. 9. Comment tu te sentais quand tu étais seule pendant les longues journées de voyage? Anxieuse. J'ai toujours été anxieuse quand j'avais des longues journées de voyage. Mais après, c'était pas de la grosse anxiété, mais ça reste que c'était un petit peu là. Après, ça m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit. Après, je pense qu'il y a aussi ce côté où des fois, t'as un peu ce côté solitude où t'es tout seul, bah, tu partages pas avec personne. Ça peut être compliqué, ça peut être long, ça peut être triste. Mais ça peut aussi être hyper ressourçant, positif, agréable. Enfin, ça dépendait vraiment de la journée et de ce que j'avais fait. Donc bon, ça dépend. C'est une question, je trouve, qui est très rhétorique. 10. Est-ce que tu as jamais eu peur et comment tu as géré ça? Je n'ai jamais eu de frayeur en Asie. J'ai jamais été insécure. J'ai jamais eu peur d'être agressée ou qu'on parle ou quoi que ce soit. J'ai eu énormément de chance. Il ne m'est rien arrivé. Je n'ai jamais senti de regard malsain. Je n'ai jamais senti de choses déplacées. Je n'ai jamais été suivie. Je n'ai jamais eu de problème. Vraiment, je trouve que c'était extrêmement facile de se déplacer, de gérer les choses. Vraiment, c'était comme une lettre à la poste. Question 11. Est-ce que ça arrive souvent que tu te sentes vraiment seule même quand tu rencontres du monde? Oui, parce que tu peux rencontrer du monde qui ne te correspond pas. J'ai rencontré énormément de monde, plus d'une 50aine de personnes lors de mon voyage. Et il y a des gens avec qui ça s'est super bien passé, genre tout de suite. On s'entendait bien et on passait une journée, 2 journées, 3 journées ensemble, on refaisait le monde. Et il y a des gens que vraiment tu les rencontres et au bout d'une heure tu sais plus quoi leur dire et c'est ok. Et c'est normal, t'es pas censé t'entendre avec tout le monde que tu rencontres et c'est tout à fait normal et c'est tout à fait sain. Il y a des moments t'es avec du monde et le monde est avec sont entre eux. Moi je me rappelle d'une soirée au Laos où j'étais dans un groupe, on était 8 je crois, un peu, non pas 8, 7, on était 7 ou 6. Bon. Et je me sentais complètement seule. J'étais à travers ces gens-là, mais il n'y en avait aucun qui m'intéressait, il n'y en avait aucun avec qui j'avais envie de parler. Et j'ai fini par dire, bon bah les gars, moi je me casse, je vais à la pizzeria, salut, bonne journée.
Et voilà, je me suis barrée et ils en avaient rien à foutre parce qu'ils me connaissaient pas et je les connaissais pas non plus. Et quand je les ai revus le lendemain, j'ai dit bon bah bonne journée et je me suis barrée. Enfin voilà, vous avez pas besoin de rester avec des gens si vous avez pas envie de rester avec eux. Il y a des moments, il y a des gens que tu vas rencontrer avec qui ça va matcher tout de suite. Moi je me suis fait 3 amis proches et je les adore et je me suis fait plein de rencontres qui sont super chouettes, mais vraiment 3 personnes avec qui j'ai vraiment des liens que je parle encore à l'heure actuelle. Et franchement, vous n'êtes pas obligé de rester avec du monde si vous n'avez pas envie. Et ça ramène sur la question 12, comment tu faisais pour rester zen quand quelque chose ne se passait pas comme prévu? Pour être honnête, bah, tu prends sur toi. Tu prends sur toi et tu arrives à la gestion de crise. Tu arrives à gérer ce que tu ressens, tu arrives à gérer tes émotions. Et il y a un moment donné où bah, voilà, tu grandis, hein, tu es toute seule, tu dois gérer ta propre merde. Et quand il se passe quelque chose, bah, tu suck it up et tu y arrives. En fait, t'as pas le choix, t'es pas il me paye. Non, genre il faut se gérer, il faut arriver à garder son sang-froid, à se dire bon, ok, pragmatique. Utilise les outils qu'il te faut pour pouvoir t'aider. Appelle ta mère, utilise ChatGPT si tu as envie d'utiliser. Appelle ta pote si tu en as besoin. Mais il faut que tu arrives à te gérer toi-même avant d'arriver à gérer un truc comme ça. Il faut arriver à avoir une certaine gestion quand même de ses émotions avant de partir dans ce genre de voyage. Parce qu'une fois moi, il m'est arrivé des merdes, surtout comme je vous ai dit, comme mes cartes. À un moment donné, je suis arrivée au Laos et je n'avais pas d'argent. J'avais 30 balles sur moi pour 3 jours. Et je me suis baladée dans Vientiane et j'étais en train de à moitié pleurer en fait en me disant bah j'ai pas d'argent, je sais pas comment je vais faire pour survivre. Et finalement j'ai poussé vraiment à essayer de trouver les solutions pour mes problèmes et j'ai fini par trouver une solution qui a débloqué et que j'ai pu avoir de l'argent. Mais c'est vraiment réfléchir beaucoup et laisser aussi la vie faire les choses et des fois genre prendre du recul et se dire qu'est-ce que je peux faire, rien, ok bah vas-y je me calme et je me dis que ça va se passer mieux par la suite. Il y a des moments c'est très difficile mais faut rester sans froid, pragmatique. Si t'as besoin de pleurer, tu pleures. Si t'as besoin de hurler, tu hurles. Mais à la fin de la journée, il faut que tu arrives à te contrôler parce que si tu te contrôles pas, il y a personne qui va t'aider, il y a personne qui va être là, qui vont prendre l'avion et qui vont être là pour venir t'aider. Donc vraiment, ça te fait grandir et il faut vraiment que tu apprennes à te gérer. Donc ça peut être assez intense. Alors, question 13, rencontres et sociales. On fait comment pour rencontrer du monde en voyage? Alors, si tu es dans des hostels, tu vas les rencontrer naturellement dans les hostels. Je sais que, alors, si vous êtes gens de party, vous aimez la fête, les Mad Monkeys, ça sera parfait pour vous. Moi, je sais que c'est ma phobie sur Terre. C'est des hôtels sociaux. Alors, vous avez beaucoup de choses en fait pour rencontrer du monde. Il y a l'application Hostel World. Vous pouvez acheter en fait directement vos billets, en fait, vos réservations d'hôtel sur l'application. Et donc ça vous emmène sur des chats où vous avez tout le temps des soirées karaoké, des soirées bar, des soirées s'il y a des soirées, mais alors toutes les secondes. Moi je suis allée à aucune de ces soirées parce que ça ne m'intéresse pas. Mais ça c'est très facile pour rencontrer du monde à ce moment-là. Il y a les 2 applications que j'aime énormément, c'est Nomad Table et l'application Trip BFF. C'est des applications où tu peux rencontrer des gens autour de soi. Tu peux faire des groupes, des activités. Moi j'ai rencontré des gens géniaux via ces applications-là, comme des gens qui sont beaucoup moins intéressants, mais c'est normal, hein, tu choisis pas réellement qui tu rencontres, tu sais pas si le match il va se faire, mais ces applications-là elles ont été vraiment bien pour moi, surtout Nomad Table que j'ai énormément utilisé en vacances, adoré cette application. Et encore à l'heure actuelle, je me dis des fois chez moi à Québec, peut-être qu'à un moment donné quelqu'un va se connecter et proposer une activité cool et genre je serais vraiment partante. Mais Nomatable vraiment très chouette. Après par contre c'est comme toutes les applications, hein, des fois tu poses des messages, t'as pas de réponse, les gens te disent ok j'arrive, y a personne qui vient, enfin voilà, ça c'est la génération à l'heure actuelle, mais bon. Voilà. Ensuite, 14, est-ce que tu t'es fait des amis durables ou plutôt des rencontres éphémères? Alors, 99% c'est des rencontres éphémères. Il y a vraiment des gens avec lesquels vous allez bien vous entendre. Moi, j'ai quelques personnes que je me dis que je vais peut-être pouvoir revoir, mais peut-être, et j'en ai genre 3, je sais que je vais les revoir. Après, la différence, c'est que tu sais jamais dans quoi tu t'embarques. Comme un exemple, des fois, ça va super bien se passer avec la personne. Comme là, j'ai un exemple très clair en tête. J'ai rencontré 2 meufs au Laos, ça s'est super bien passé. Tu follow plein de monde. T'es là, tu follow, machin, vous échangez les contacts et tout. C'est super facile d'échanger les contacts, mais pour garder le lien, c'est compliqué. Et tu vois, j'ai vu que ces 2 meufs-là, alors qu'on s'était hyper bien entendu, m'ont unfollow il y a quelques jours. Donc voilà, des fois tu penses que c'est des rencontres qui peuvent rester, et puis finalement du jour au lendemain, il y en a une des 2 qui m'a dit ouais je te allée au Canada, on pourra se voir et tout, et avec plaisir, et moi c'était sincère, et genre j'y pensais vraiment, et elle m'a unfollow il y a 3 jours, tu vois, donc je me suis dit bon bah fuck le Canada finalement, mais ouais c'est souvent des amis éphémères, et il faut être ok à l'idée que c'est éphémère, et il y en a d'autres bien sûr où la relation peut continuer par la suite, mais il faut pas s'attendre à grand chose, moi je trouve. Donc ça amène sur la question 15, est-ce que c'est facile de se faire des amis quand on voyage seul? Oui, plus ou moins, ça dépend. Moi, je sais que je suis pas la personne la plus sociale.
mais j'ai pas non plus complètement asociale, donc j'ai réussi quand même à trouver du monde, mais j'essaie de trouver du monde qui sont dans le même vibe que moi, donc plus chill, tranquille. Après c'est sûr et certain que si vous êtes dans un mood vraiment fête, ça sera très facile pour vous. Vous êtes dans un mood, vous voulez des plans cul, vous allez en trouver, alors facile. Une fille que j'ai rencontrée qui me disait justement que bah, on est allé dans une soirée et elle a retrouvé tous les gens avec qui elle a couché, j'étais comme waouh. Alors je sais pas comment t'as fait, mais alors moi vraiment, même si j'aurais voulu dans le département de l'amour rencontrer quelqu'un, alors c'était vide, 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 vide. J'ai rencontré personne qui me plaisait, personne que me serais dit on va plus loin. Donc ça dépend vraiment de votre voyage. Moi je me suis dit en partant, un petit amour de vacances, que nenni. Il n'y a eu aucun amour de vacances, ça veut dire qu'il fallait pas. Mais ouais, en tout cas ça dépend. 16, est-ce que t'as jamais regretté d'être seule à un moment donné? Si, il y a des moments où tu vois les gens, je pense, avec leurs potes, enfin, ça dépend des pays. Le Japon, je trouve que c'est un pays, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, je pense que c'est un pays à faire accompagner. Après, dans les autres endroits, non, je trouve pas que c'est particulièrement des endroits où tu dis, oh là là, j'aimerais être avec quelqu'un. Ben, c'est sûr que pour partager des expériences, c'est comme quand j'étais à Kyoto, que j'ai fait le kimono, j'aurais aimé être avec quelqu'un. Mais il faut pas penser comme ça. Tu te dis que tu voyages pour toi avant tout. Tu voyages pas pour rencontrer du monde. Tu voyages pour te rencontrer toi-même. Et à travers la rencontre avec toi-même, tu vas rencontrer du monde. Et pour moi, c'est super important d'avoir ce mindset parce que tu sais jamais en fait qui tu vas rencontrer, qui va rentrer dans ta vie du jour au lendemain. Et moi, je suis pas partie pour rencontrer du monde en fait. Je suis partie en me disant, bah, je vais découvrir la vie. Et à travers la découverte, il y aura forcément des rencontres. C'est obligatoire. Donc, regretter d'être seule. Excusez-moi, j'ai un cheveu qui me gratte. C'est bon. Regretter d'être seule, je trouve que c'est pas un bon mindset. Déjà de base. 17. Expérience et ressenti. Est-ce qu'il y a un moment où tu as eu envie d'arrêter ou de rentrer? Oui, tout à fait. Quand j'étais au Cambodge, j'ai trouvé ça très difficile. J'étais toute seule, j'étais à Koh Rong Samloem, seule sur mon île. Il n'y avait pas de fête, il n'y avait rien du tout. Il faisait que pleuvoir. J'ai trouvé ça vraiment dur. Pareil, quand j'étais à Koh Lanta, j'avais rencontré une fille. Je me suis dit, ah super, on va se revoir. On s'est jamais reparlé. J'étais seule dans mon truc, il faisait que pleuvoir. Pareil, ça donnait un coup au moral. La pluie, moi, ça me donne souvent un coup au moral. Donc c'est ce genre de moment où t'es là et t'as pas très envie. Donc peut-être que t'as la flemme, envie de rentrer à ce moment-là, je sais pas, mais où j'ai vraiment eu envie de rentrer, c'était quand j'étais à Taïwan, parce que vraiment, je faisais rien. Et là, je me suis dit, putain, j'aimerais bien rentrer, mais en même temps, ce voyage-là, Taïwan en particulier, m'a apporté tellement, mais alors tellement d'apprentissage sur moi-même, c'était impressionnant à quel point j'ai compris des choses, parce que j'étais dans une solitude, et j'étais dans un endroit qui était complètement différent, sans touristes, toute seule vraiment. Donc j'ai vraiment commencé à découvrir plein de trucs sur moi et oui par moments j'ai eu envie de rentrer mais finalement ça s'est bien fait. 18, si tu devais repartir demain tu ferais quoi différemment? Rien. Rien. Parce que je trouve que t'apprends en fait. Tu t'apprends au fur et à mesure et qu'est-ce que je... Non, je ferais rien différemment. T'apprends les gens, t'apprends à connaître. Peut-être que je ferais plus confiance sur la moto. Ouais, peut-être éventuellement. Au début, je pense que j'étais assez insécure sur les motos quand je prenais des grabs. Et donc, j'ai pas fait la boucle, la jungle loop à cause de ça parce que j'étais pas très à l'aise en moto. Mais je regrette pas en vrai parce que j'étais pas prête à ce moment-là. Maintenant, demain, la jungle loop, je la ferai les doigts dans le nez, mais à ce moment-là, j'étais pas prête. Donc, écoutez. 19, quel est le souvenir le plus intense ou le plus marquant que tu as rapporté? Alors, j'en ai énormément. J'en ai vraiment énormément. Je pense que si je devais dire, alors avec les gens qui m'ont... Alors, j'ai vraiment deux amis que je me suis fait, donc François et Lily. Un des souvenirs marquants vraiment, je pense avec François, c'était j'étais dans un circle qui est à Bali et on a discuté pendant des heures et c'était trop bien, on a refait le monde et on a eu des conversations incroyables. Un souvenir hyper intense, bah, quand tu montes sur une moto la première fois, quand tu conduis une moto la première fois, c'est incroyable, c'est un souvenir intense qui m'a marqué. Je pense que quand je suis arrivée au Japon, je me suis dit waouh putain, waouh, je suis là, j'ai fait du paramoteur au Laos, donc j'étais là en mode oh mon dieu, c'est incroyable, c'est un souvenir hyper intense. À un moment donné, quand j'étais avec ma pote Lily sur le bord de la piscine à Uluwatu à Bali, et juste on parlait de tout, de nos vies, de l'Allemagne, du Québec, de la France, de ce qu'elle voyait dans sa vie et tout. Et il y avait des petits chatons autour de nous, ça sentait bon, t'es dans la piscine, enfin voilà, c'est des souvenirs qui sont intenses, c'est marquant, tu t'apprends à découvrir autre chose, des gens, tu vis des choses que tu n'aurais jamais pensé que tu vis et c'est tellement intense, c'est tellement profond
Et je pense que c'est ça en fait pour moi, c'est vraiment des souvenirs où mine de rien tu partages, mais j'ai aussi des souvenirs toute seule. La première journée que je suis arrivée à Hanoï, qui est pour moi un des souvenirs les plus marquants, c'est quand je me suis réveillée à genre 5h du matin parce que j'arrivais plus à dormir avec le jet lag et que je suis sortie dehors et j'ai entendu les klaxons, la chaleur et je me suis dit putain c'est bon, tu le fais là, c'est ton truc. Et ça c'était incroyable. 20, est-ce que ce mode de voyage t'a changé pour toujours? Oui et non, parce que je reste quand même une personne qui est un peu high maintenance. J'aime avoir beaucoup de choses, j'aime avoir beaucoup de fringues, j'aime avoir beaucoup de choix. Et je pense que c'est quelque chose qui sera toujours ancré. Après, je pense que ça a changé dans le sens où, alors maintenant, je me fais 100% confiance. Je sais de quoi je suis capable, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je sais que j'arrive à faire tout ça. Je sais que je suis capable de beaucoup plus que ce que je pensais être capable. Et ça m'a changé pour ma confiance en moi. Complètement. Après, je sais que je veux absolument refaire un voyage backpack en Asie pas en Asie du Sud-Est, pardon, mais en Amérique du Sud. Ça, c'est évident. C'est vraiment ma deuxième destination, c'est l'Amérique du Sud. Faudrait que je commence à la prévoir pour quand je pourrai la faire. Mais non, vraiment, c'est un mode de voyage qui est incroyable et c'est extrêmement libérateur que d'avoir qu'un seul sac à dos. Donc c'est vraiment, vraiment génial et je conseille à tout le monde de le faire, au moins une fois dans sa vie. Ensuite, question 21, tu prenais quelle caméra et quel appareil tout le temps sur toi? iPhone 16, c'est ce que j'avais comme caméra pour prendre des photos. Et ensuite, j'avais mon appareil photo, c'était le Minolta Riva Zoom. Et c'est un appareil photo argentique. Et du coup, j'ai acheté tout le temps des pellicules dans plein de laboratoires différents. C'était plus cher dépendamment des pays. Au Japon, c'était extrêmement cher et le Vietnam, c'était extrêmement cheap. Mais sinon, j'avais que ça. Et je pense qu'à refaire, je prendrais une caméra digitale en plus. Voilà. 22, est-ce que tu as un must-have que tu utiliserais jamais sans maintenant? Alors, cette question est très mal composée, mais un must-have, un carnet d'art. C'est quelque chose que j'ai utilisé tout le temps, un carnet d'art. J'ai un carnet de junk journal qui est immense. Je ferai une vidéo peut-être sur l'art en général ou comment l'art m'a aidé. Mais en gros, c'est ça, c'est un gros carnet avec beaucoup de collages, de l'aquarelle, des mots des gens que j'ai rencontrés, etc., qui est pour moi est un des symboles. Je vais aller le chercher pour vous le montrer parce que quand même c'est important. Donc ça, c'est mon carnet d'art, enfin ma trousse d'art. La trousse, elle vient du Japon, mais sinon, j'ai acheté des choses à travers mon voyage. Donc là, tu sais, j'ai des stickers, j'ai des autocollants, etc. Mais le carnet en tant que tel, il ressemble à ceci. J'ai de l'aquarelle, voilà, j'ai mes 2 palettes d'aquarelle. Et où la deuxième palette? Attends, où est ma deuxième palette d'aquarelle? Alors, c'est bon. Ça, c'est mon carnet. Bien épais et vraiment c'est ça, c'est un mix de tout, de collage, de dessins, de messages. Faudrait que je trouve un message que quelqu'un m'a écrit. Je crois que Lily elle a écrit pas loin de là. Mais ça du coup c'est vraiment très représentatif de tout ce que j'ai fait. Je trouve plus mes messages. Là je trouve un truc au hasard. Bah un exemple, voilà, un message de Louisa, tu vois, voilà. Et du coup, bah, il me reste quelques pages et je vais le finir. Et très épais, sent bon, il y a du parfum, enfin bref, c'est hyper aléatoire. Ça, c'est dans mes dernières pages que j'ai faites. Bref, mon must-have, c'est le récapitulatif de mon voyage et j'adore ce carnet. 23, qu'est-ce que tu as regretté d'avoir pris et tu as regretté de ne pas avoir pris? Bah, j'ai regretté d'avoir pris des cadenas aussi lourds parce que vraiment c'était super lourd et je m'en suis sincèrement servi 2 fois, je crois même pas. Franchement, je me suis pas servi mes cadenas parce que j'ai pris beaucoup d'hôtels et dans les hôtels, bah, forcément, j'étais toute seule. Qu'est-ce que j'ai pas regretté de pas avoir pris? Non, je regrette pas. J'ai pris tout ce que je voulais. Franchement, peut-être ne pas être de fard à paupières et encore je dis ça, mais je me maquillais pas beaucoup pendant un long moment. Vie quotidienne, les questions 24, est-ce que tu cuisinais souvent ou tu mangeais tout dehors? Alors vraiment, je suis désolée, le segment bouffe là qui arrive, il est désastreux, c'est très long comme vidéo, j'en ai conscience, je m'excuse. Mais je cuisinais jamais, genre je cuisinais jamais parce que j'avais rarement des endroits où je pouvais cuisiner. Quand je pouvais, je le faisais, alors c'était très souvent des ramen, des nouilles instantanées, ce genre de choses. Mais ouais, c'est ça, il y avait énormément de difficultés pour moi pour m'alimenter en étant végétarienne. Oh là là, j'ai galéré sa mère.
Ça c'est un truc vraiment, je vous avoue, j'ai pas beaucoup mangé pendant 4 mois et demi quoi, parce que c'était très compliqué pour moi de m'alimenter, j'aimais jamais les aliments, enfin bref. J'ai même pas envie d'en parler plus que ça parce que bah, je trouve que ça peut être très facile de s'alimenter quand on a une alimentation normale, quand on est complètement con comme moi, c'est plus difficile tout simplement. 25, comment tu gérais le linge, la douche, le shampoing en restant en sac à dos? Alors le linge, je l'amenais très souvent dans des buanderies, des laveries, etc. Je le faisais laver, dépendamment des pays, c'est plus ou moins cher. Ensuite, quand il n'y avait pas ça ou je voulais pas payer trop cher, j'allais dans des laveries automatiques. Ça, c'est ce que j'ai fait au Japon et à Taïwan. Sinon, après, tout le reste, je les envoyais tout le temps dans des laveries. La douche, bah tranquille, tu prends ta douche dans l'hôtel. Le shampoing, bah souvent la majorité ils en donnent et quand ils en donnaient pas, j'allais dans les 7-Eleven, les petits supérettes, etc. J'ai acheté des petits taille voyage. 26, est-ce que tu as dormi dans des endroits surprenants? Bah, c'est une question de merde, je trouve. Mais non, j'ai dormi dans des trains, enfin, j'ai dormi dans des trains, j'ai dormi dans des avions, j'ai dormi dans des chambres d'hôtel, j'ai dormi dans des. Enfin, ouais, bon, ça c'est une question vraiment aléatoire, je trouve. 27, réflexion intérieure. Est-ce que voyager t'a donné envie de changer ta vie normale? Oui, m'a donné envie de prendre beaucoup plus confiance en moi, de commencer à vraiment vivre pour moi et pas pour les autres, et de prendre conscience que je suis capable de tellement plus. Qu'est-ce que t'as appris sur toi-même? Tellement de choses, tellement de choses. Genre, je ferai peut-être un update d'ailleurs sur les relations amoureuses, sur la façon de voir les choses. Alors là, je suis une nouvelle personne à ce niveau-là. J'ai découvert des trucs sur moi que j'aurais jamais pensé. Et vraiment, c'est quelque chose qui va me tenir à cœur parce que ces réalisations m'ont fait prendre conscience d'énormément de choses qui font que maintenant, justement, je peux avoir une façon complètement différente de fonctionner. 29, est-ce que tu as trouvé des réponses à tes questions que tu avais avant de partir? Oui, pour la majorité, oui. Et 30, qu'est-ce que tu veux que les autres sachent Qu'est-ce que tu veux que les autres sachent avant de se lancer? Alors, je pense que c'est vraiment... je pense que pour le backpack, fais-toi confiance, fais-toi confiance. Les meilleurs outils que je peux te donner, c'est Google Maps. Clairement, suis Google Maps, c'est ton meilleur ami. Grab en Asie pour se déplacer. Je pense très sincèrement que. Ah oui, 2 Go Asia aussi, l'application, donc 12 Go Asia pour pouvoir utiliser des bus, etc. Un exemple de Chiang Mai à Chiang Rai, de Bangkok à Sia, etc. Moi je conseille toujours, et je l'ai toujours dit, hein, c'est Booking Airbnb pour les hôtels et les logements. Voilà, c'est les deux endroits que j'ai le plus utilisés. Les applications que je viens de vous dire pour le transport, bien sûr les applications bancaires que vous utilisez pour votre banque, ça dépend vraiment de quelle banque vous avez, que ce soit Revolut, la banque postale, le Crédit Agricole, Desjardins, enfin bref, c'est vraiment comme vous voulez. Mais avoir ça, oser parler aux gens, oser parler, même si vous parlez mal anglais, parler anglais. Après, bien sûr, c'est sûr qu'il faut parler un petit peu, dire bonjour et merci dans la langue où vous êtes. Comme un exemple, au Japon, c'était arigato gozaimasu pour merci et konnichiwa pour bonjour. Quand c'était au Vietnam, c'était bonjour, c'était Xing Chao. Et pour dire merci, c'était Tam Viet. C'est des petits détails que je pense qu'ils sont importants. Un exemple, au Laos, c'était Kop Jai pour dire merci. Et ils apprécient, voilà, quand tu dis le merci de la langue. Les locaux acceptent, sont gentils. Il faut oser parler. Moi, je dis parler aux locaux le plus possible. Moi, je sais que j'avais un gérant d'un de mes hôtels à Bali, Monsieur Maid. J'ai tellement parlé avec lui, j'ai adoré parler avec lui, j'ai appris tellement de choses sur Bali. Vraiment, j'ai pris le temps. Quand j'étais au Vietnam aussi, quand j'étais à Tavan, je discutais énormément avec le petit monsieur qui avait son hôtel. J'étais avec sa fille qui avait genre 6 mois, il était adorable, etc. Vraiment parler avec les locaux, essayer d'apprendre à les connaître, à connaître la vie, le peuple où vous êtes, essayer de comprendre, etc. Qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre, comprenez les religions, soyez ouverts d'esprit. Un exemple, dans un de mes vlogs, on le voit à Bali où je dis que quand on a ses règles, on n'est pas censé rentrer dans les temples. Bah écoutez, voilà, c'est ça, c'est la tradition. Est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est mauvaise? C'est pas ça le débat, c'est une règle, donc on la respecte. Je sais pas, pour moi, ça c'est des choses qui sont enfin, ça va de soi. Tentez-vous, testez-vous, voilà, faites du paramoteur si vous allez au Laos, faites de l'hélicoptère si vous allez à tel endroit, faites de la montgolfière, genre essayez les choses, vivez parce que vous avez une putain de vie et c'est la vérité, c'est que vous vivez dans ce monde qu'une seule fois. Pourquoi pas essayer, pourquoi pas justement se lancer et se dire oh mon dieu, vas-y, j'y vais, je fais, je fonce, je vis
Et pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Et je trouve qu'on se met beaucoup de barrières encore à l'heure actuelle en tant que personne, à se dire j'ai peur, je sais pas, j'en sais rien. Non, vivez, essayez. Et si vous vous ramassez une claque, vous ramassez une claque. Mais voilà, il m'est arrivé des dingueries quand j'étais en voyage. Et regardez, je suis là à l'heure actuelle et ça va super bien. Et je suis tellement contente de l'avoir fait. Et je suis fière de moi. Et je me dis, mais ma belle, qui peut s'asseoir à ma table et me dire oh, tu sais pas, non, ta gueule. Pendant 134 jours, j'ai tout géré toute seule de A à Z. J'ai acheté des trucs incroyables, j'ai vu des choses, j'ai vu tous les jours de ma vie. Pendant 134 jours, je me suis réveillée à voir des dingueries. J'ai vu des choses à Chiang Rai, le temple blanc. J'ai fait du paramoteur. Je me suis baladée dans les plus belles plages du monde. Genre, sérieusement, j'ai eu une chance, mais phénoménale. Et cette chance-là, oui, je la dois à certaines choses, mais je la dois aussi à moi-même qui a eu les couilles de le booker ce billet. Et donc c'est pour ça que je le dis, boucle ce billet. Genre t'as peur, c'est normal, c'est bien que t'aies peur, fais-le. Genre si t'aimes pas, tu rentres chez toi. T'as toujours la possibilité d'acheter un billet retour. Et ça c'est un truc qu'il faut pas oublier. T'achètes ton billet aller, mais tu peux prendre ton billet de retour quand tu veux. Après le conseil aussi que je pourrais donner, c'est de vérifier les visas avant d'arriver. Ça c'est bien, surtout le visa du Vietnam. Il était chiant à obtenir, oh là là. Ça dépend vraiment des endroits, mais vérifiez. Ça, c'est des petits détails. Après, quoi d'autre? Sincèrement, je vais pas faire une vidéo de 1 heure parce que j'ai pas envie de vous ennuyer plus que ça, mais quelque chose que je vais vraiment dire et que je peux vous conseiller. Le voyage, il va vous apprendre la vie. Il va vous permettre de grandir, d'être heureux, d'être différent. Moi, il m'a permis de comprendre qui j'étais, ce que je voulais, ce dont j'étais capable. Euh, Juste qui je suis en tant qu'humain. Je te dis pas que ça m'a appris ma vie entière, mais grâce à ça, je reviens et j'ai plus peur d'avancer, j'ai plus peur de vivre, j'ai plus peur d'avoir des relations, j'ai plus peur d'avoir des déceptions, d'avoir des... Non, j'ai vécu, j'ai vécu, je sais de quoi je suis capable et je vais y arriver et je... Non. Une fois que tu te prouves tout ça à toi-même, ça te ouvre les portes sur énormément de choses parce que tu finis par comprendre que t'es plus que ce que tu pensais. Et ça, pour moi, c'est très important. Et le voyage m'a apporté toute cette... C'était merveilleux. C'était merveilleux et je le referai en un clin de main, en un clin d'œil. Et là, j'étais prête à rentrer. Et je suis ravie d'être rentrée, mais je serais ravie de repartir. Et je changerai rien, tout simplement. Et pour moi, c'est très important que même quand on sait qu'on va rentrer, de quand même profiter. Moi, je sais que il me restait à peu près 25 jours quand j'ai appris que j'allais partir, quand j'ai réservé mon billet. Et bah, j'ai profité de ces 25 jours de A à Z. J'ai pas été ah j'en ai marre, je veux rentrer chez moi. Non, oui j'ai envie de rentrer, mais je profite. Donc je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Je pense que si vous avez des questions en particulier, je vous laisse les poser en commentaire. Si vous avez envie, je plug toujours mon Instagram, GuitaPrière23, c'est le seul truc dans la description si vous voulez aller voir mon voyage parce que j'ai posté énormément de stories. J'ai adoré poster tout ça. Donc c'est une vidéo un peu décousue, assez longue, très affirmée, mais c'est parce que j'ai découvert trop de trucs et c'était trop bien. Donc je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a plu. C'est officiellement la dernière vidéo sur le voyage. On repart sur les sujets normaux dans pas longtemps. Si vous avez des suggestions de sujets d'ailleurs, ça serait avec plaisir. Peut-être que je vais faire une vidéo mes résolutions 2026 parce que j'en ai. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau FaceTime.